Soyez les bienvenus. Comment allier la protection des victimes et la présomption d'innocence? Nous abordons la question délicate des plaintes pour viol ou agression sexuelle qui aboutissent parfois à des non-lieux, mais qui entre-temps ont ruiné des réputations. Benjamin Mendy acquitté, un non-lieu pour le footballeur. Harry Habitant se dirige lui aussi vers une absence de charge. Quelles leçons retenir? On en parle avec Fatima Benomar, militante féministe, présidente de l'association Coude à coude. Bonjour Fatima Benomar, merci d'être avec nous. Bonjour. Pour débattre avec vous, Carbon de 16, avocat pénaliste. Bonjour à vous aussi, Carbon de 16, merci d'être avec nous, maître. Bonjour madame. Alors on est face à face dans l'actualité justement avec un non-lieu pour Benjamin Mendy et vers un abandon des charges pour Harry Habitant. Entre-temps, le premier a été viré, si j'ose dire, de Manchester après cette affaire. Il a été rattrapé par l'FC Lorient qui l'embauche. Mais enfin voilà, des années compliquées pour le footballeur. Quant au deuxième, ça a marqué un arrêt net à sa carrière. Tout ça pour ça, Fatima Benomar? Déjà, ce n'est pas que quelques fois que les accusés de viol sont acquittés. En France, 90% des hommes accusés de viol, quand le parcours judiciaire va jusqu'à son terme, sont acquittés. Donc, le doute, de toute manière, bénéficie à l'accusé quand on n'arrive pas à faire la preuve matérielle des faits. C'est effectivement toujours déconcertant, hein, et parfois on y réfléchit, ça peut ressembler même comme une impasse. Quand on acquitte un homme qui est accusé par plusieurs femmes, en l'occurrence cette femme, quand je dis femmes, c'est des femmes assez jeunes, elles avaient autour de la vingtaine, la plus jeune, je pense. Vous parlez de Benjamin Mendy là, hein. Oui, au moment des faits présumés avait 17 ans, avec des récits en plus qui se recoupent, qui se ressemblent, et cette mécanique de la maison de campagne isolée. Il me semble que celui qui est présenté comme une sorte de rabatteur, Louis Saha Maturi, va encore affronter son procès, et peut-être que ça va donner encore des éléments de compréhension, une sorte de mécanique qui va rebattre les cartes. Ce que je trouve assez écœurant, c'est comment, dans le débat public, tout de suite, la haine se retourne directement contre ces femmes, ces jeunes femmes, sans égard pour la double peine que cela pourrait être si toutefois elles disent la vérité, parce que même la justice, quand elle acquitte un accusé de viol, elle ne part pas du principe CQFD qu'elle mente. Sinon, le procès se retournerait directement contre elle et on les mettrait en cause pour fausse accusation. On se base juste sur une loi à l'instant T, des lois qui évoluent. Par exemple, en Espagne, la loi est en train d'évoluer vers une obligation de consentement sexuel explicite. Donc la loi seul un oui est un oui. En France, il y a 2 ans, on a eu l'âge minimum de consentement, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, toute personne qui a moins de 15 ans, s'il y a un rapport sexuel avec un adulte, c'est présumé être un viol. Et quand je vous disais tout à l'heure que 90% des accusés de viol sont acquittés en France, est-ce qu'on part du principe qu'on est dans une société où 9 femmes sur 10 qui portent plainte pour viol ment, alors qu'on a exactement la proportion Alors on va donner, inverse. Pardonnez-moi Fatima Benomar, on va quand même donner la parole à Carbon de 16 parce qu'on est là ensemble 10 minutes, donc on a le temps un petit peu d'échanger. Carbon de 16 sur la première réaction de Fatima Benomar, cette majorité écrasante d'acquittement qui pose évidemment le problème de la preuve, hein, le problème de la preuve. Oui et non. En réalité, 90% des gens accusés de viol ne sont pas acquittés. Je ne sais pas d'où vient cette statistique, mais acquitté, ça veut dire qu'une cour d'assises vous déclare non coupable. Alors, il n'y a pas 90% d'acquittement devant les cours d'assises en France. C'est une statistique qui est erronée. La deuxième chose, que je vous rejoins, c'est de bien spécifier quelle est la propriété du système anglais qui a 2 fois de suite acquitté Jean-Baptiste Mendy. D'abord, ce n'est pas un non-lieu. Non-lieu, ça intervient pendant l'instruction de l'affaire. Là, c'est une décision de justice. Et c'est ce que la ministre des Sports a d'ailleurs rappelé ce matin. Donc la première chose, c'est de bien dire qu'il y a eu une décision de justice après une enquête et une instruction et un procès. Le premier procès qui a duré plus de 4 mois. Donc cet acquittement et avec, pour le deuxième procès, une cour d'assises parfaitement paritaire homme-femme. Et quasi paritaire pour la première. Donc il ne faut pas sortir des statistiques qui risquent de venir corrompre en réalité la portée du crime de viol.
Et il ne faut pas non plus décourager les victimes d'aller porter plainte, parce que dire qu'il y a 90% d'acquittement, ça peut dissuader des victimes de viol d'aller porter plainte en disant, mais finalement, ça ne sert à rien, parce que le système ne soutient pas les femmes victimes de viol. Donc il faut faire attention à ces statistiques qui sont fausses. Carbon de 16, oui, allez-y, je vous en prie. Juste, est-ce que si je peux intervenir, parce que c'est grave ce que vous êtes en train de dire. Alors attendez, excusez-moi, ne parlez pas en même temps. Le vrai débat, c'est celui que vous avez indiqué, madame, c'est celui de l'apport de la preuve. Et il faut rappeler aux victimes de viol qu'il faut aller porter plainte tout de suite et faire des constatations médicales immédiatement. Parce que trop souvent, dans les dossiers de viol, la victime est victime une deuxième fois parce qu'elle ne peut plus apporter la preuve. Par exemple, parce qu'elle est tellement effondrée qu'elle n'a pas la force d'aller porter plainte immédiatement. Et il y a une déperdition de la preuve qui ne permet pas au dossier de prospérer. Fatima Benoma. C'est l'impératif, c'est la plainte et les constatations médicales immédiates. Alors, c'est intéressant votre réaction, parce que quand Dupond-Moretti a été nommé ministre de la Justice, il a eu la même réaction que vous. Il a dit, mais d'où sortez-vous ces chiffres? Et il les avait mis en cause. Et très rapidement, bien entendu, il a dû les reconnaître, parce que oui, et je suis assez bien placée pour le savoir, depuis l'année 2009, j'accompagne des femmes victimes de viol devant la justice. Et oui, 9 fois sur 10, il y a ou bien des non-lieux ou bien des acquittements. Et d'ailleurs, même parfois, on ne revient même pas vers elles pour leur dire... un acquittement ou un non-lieu. Oui, mais en extrême grande majorité des acquittements. Donc, et malheureusement, l'une des tâches les plus pénibles que je dois faire, c'est qu'à un moment, en tête-à-tête, dans une salle associative, je dois leur dire, il est possible, et il est même fort possible, que tout ce parcours va finir par le fait de lui offrir sur un plateau d'or son acquittement. Quand vous dites les réactions, quand vous dites qu'il ne faut pas décourager les victimes à porter plainte, je suis quand même là aussi pour vous dire comment ça se passe. La dernière fois que j'accompagnais une femme victime de viol au commissariat du 18e arrondissement de Paris, elle venait d'être violée il y a une semaine. La personne de l'accueil lui dit « Rentrez chez vous, ça sert plus à rien ». Heureusement qu'il y a une associative à côté d'elle qui dit « Madame, heureusement que les dates pour pouvoir porter plainte ne sont pas d'une semaine ». La deuxième personne qui nous reçoit nous dit « Écoutez, madame, il sera sans doute pas condamné, donc n'abandonnez pas vos études », parce que c'était un camarade de classe. Et alors, je vous le donne pour 1000, la troisième personne à qui elle a affaire, c'est dans la salle de confrontation. Et cette personne n'a rien trouvé de mieux à faire, donc dans le commissariat du 18e arrondissement de Paris, que d'aller faire des photocopies et de laisser l'accusé et l'accusatrice en tête-à-tête, seuls dans la salle de confrontation. Ça pose la formation, effectivement, des services de police. C'est un sujet qui est souvent ressorti, en tout cas dans ces affaires. Hein. Tout à fait. Est-ce que je continue Alors, ça réagit au 0826 300 300. Je vous propose d'écouter la réaction de Richard qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour à vous. Bonjour, vous vouliez réagir, vous? Ouais, je veux réagir sur le fait que je suis d'accord avec l'interlocutrice sur ce qui a été dit avant, votre avocate. Elle a bien raison que c'est difficile d'apporter la preuve, surtout lorsqu'on est en relation, c'est-à-dire lorsque la personne a une relation, lorsqu'elle subit des violences qui aboutissent à un acte sexuel, c'est très difficile de dire ah ben non, à ce moment-là je voulais pas et on avait cassé ou on avait arrêté notre relation. Donc moi je veux juste apporter un message, c'est que nos chers footballeurs ou autres stars qui sont vraiment des coffres forts ambulants, je pense qu'il faut qu'ils soient un peu plus prudents. J'ai travaillé aux États-Unis. Mon DG, en arrivant, même j'ai pas un salaire de footballeur, hein, mais il m'a dit je te déconseille de monter seul dans un ascenseur avec une dame. Tu risques d'avoir des ennuis de ce type-là sur agression. Donc, j'ai pris le conseil en tant que tel. Et je crois qu'il faut que nos footballeurs, nos stars, elles puissent être beaucoup plus prudentes. Et elles n'auront pas à se heurter à ce type de problème. Donc, je suis surtout contre un changement de la loi qui pourrait venir condamner une victime qui n'a pas été reconnue. Voilà ma position. Qui est la victime, justement La victime, ça serait la personne qui a été violée. Si elle n'arrive pas à faire la preuve, elle pourrait être condamnée par la loi à des dommages. Et je trouve ça terrible. Donc, voilà. C'est pour ça que je conseille plutôt de maintenir la loi telle qu'elle est et de demander aux gens qui sont potentiellement
avec beaucoup d'argent, en fait, qui sont un peu plus prudents. Et c'est souvent l'inverse, en fait. C'est plutôt ces personnes-là qui sont plutôt imprudentes. Merci en tout cas Richard de votre réaction. Alors c'est vrai que ça arrive à d'autres personnes, qu'à des footballeurs célèbres. C'est vrai que la littérature, là on va pas parler littérature, mais a beaucoup pris ces sujets en considération. On se souvient de beaucoup de livres, Les choses humaines de Karine Thuil. C'est toujours un sujet extrêmement délicat. Carbon de 16, quelle est votre réaction par rapport à ce que vient de dire Richard? Il ne faut pas changer la loi, mais attention, parfois c'est compliqué aussi pour les hommes, en gros. Il faut rassurer Richard, personne ne pense à modifier la loi. Quel est le statut de la loi actuellement? C'est de même qu'il y a des victimes de viol, de même il y a des gens qui sont victimes de fausses plaintes pour viol. Voilà. Et de quoi protège la loi aujourd'hui? Elle protège de ce qu'on appelle la dénonciation calomnieuse. C'est-à-dire, imaginons un escroc qui porte plainte pour viol, uniquement pour soutirer à tel footballeur fortuné une somme pour ne pas poursuivre la plainte. Bon, eh bien, c'est contre les escrocs que la loi protège le citoyen. Quelqu'un qui n'arrive pas à administrer la preuve de son viol parce qu'il manque des éléments matériels, il manque tel ADN qui viendrait révéler la culpabilité de façon incontestable, jamais ces gens-là n'ont été condamnés et jamais ils n'ont été exposés à une condamnation. Une victime qui n'arrive pas à administrer la preuve, c'est pas une victime de mauvaise foi, c'est une victime qui n'a pas tous les outils nécessaires pour convaincre le juge de la culpabilité de son agresseur. Et ça, la loi ne l'a jamais reproché à qui que ce soit de ne pas arriver à administrer la preuve. Donc on n'est pas dans une société à l'anglo-saxonne. Je voudrais ajouter un dernier point. Vous voyez, cette ère du soupçon, de la culpabilité, qui fait qu'un homme renonce à monter dans un ascenseur avec une femme seule pour ne pas s'exposer à des poursuites judiciaires, c'est un monde où on devient fou, parce que c'est un monde de la défiance. Moi, je ne me suis jamais dit en montant dans un ascenseur avec une femme seule que je me mettais en péril et que celle-ci pourrait échafauder un scénario qui aboutirait à une condamnation injuste. Vous voyez. Mais ça, c'est un vrai point, effectivement. Oui, mais et pourtant, certains hommes s'en plaignent, se disent, bientôt on va faire. D'ailleurs, si je ne m'abuse, au Danemark, parfois on fait signer des consentements avant tout rapport entre hommes et femmes. Donc, oui, c'est vrai raison, mais nous ne sommes ni danois ni américains, nous sommes français. Oui, pourtant il y a. Et les hommes et les femmes se côtoient et sont à égalité dans cette société. Donc on va le risque que comporte cette réflexion, c'est d'emporter encore une nouvelle compartimentation au sein de la société française. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire de la défiance à l'égard de l'autre sexe. En France, ça n'a jamais été le cas. Fatima Benomar, rapidement sur ce point, parce qu'on va marquer une pause et se retrouver après pour la suite de ce débat. J'avoue que je trouve ça un peu lunaire que ce soit braqué de cette... Parce que quand vous dites que les femmes et les hommes sont égaux ou quoi, on est dans la théorie, mais pour le coup, je peux vous citer beaucoup de femmes qui ont peur quand elles se retrouvent seules avec des hommes. Le nombre de femmes, écoutez les femmes autour de vous, les jeunes femmes, les adolescentes, si vous avez des filles, des sœurs qui vous disent qu'elles mettent des écouteurs, qu'elles font semblant de parler au téléphone dans la rue parce qu'elles voient au loin un homme et qu'elles ont peur que ça dégénère. Le problème qui est énorme, ce n'est pas les hommes qui auraient peur de se retrouver seuls avec une femme, c'est le nombre de femmes qui ont peur de se retrouver seules avec des hommes dans des endroits géographiques isolés, etc. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut zoomer aujourd'hui plutôt que sur l'inverse qui me paraît lilliputien à côté. Fatima Benomar. Je répondais à la remarque de Nicolas. Oui, Fatima Benomar, vous restez avec nous. Carbon de 16 aussi, on se retrouve dans quelques instants en direct pour la suite de ce face-à-face en direct sur Sud Radio. Et on poursuit ce débat sur la question délicate des plaintes pour viol ou agression sexuelle qui aboutissent parfois à des non-lieux, mais qui ruinent entre-temps des réputations, des carrières. Illustration dans l'actualité, Benjamin Mendy acquitté, Harry Habitant
qui se dirige vers un non-lieu, hein, l'acteur qui entre-temps a vu sa carrière stopper net alors que la plainte datait de novembre 21. Fatima Benoma, ça aussi c'est une illustration de l'actualité. On a vu que la carrière d'Harry Habitant s'est arrêtée net et c'est vrai que là on se dirige vers un abandon des charges. Alors chaque dossier est évidemment différent, mais est-ce que cela peut aussi vous choquer à l'inverse ? En fait, ce qui me choque, c'est cette proportion inversée. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'immense majorité des accusés sont au final acquittés, en tout cas ne sont pas condamnés. Et les enquêtes qui sont menées mettent une fourchette des fausses accusations, on va dire, de 2 à 10% maximum. Donc, c'est une proportion complètement inversée. Donc, en fait, c'est ça qui devrait nous poser des questions et surtout, notamment, ça soulève la question des incompréhensions et des mythes sur le viol qui persistent encore en 2023. Encore dans ce procès, comme dans beaucoup d'autres procès, on va par exemple reprocher aux victimes de ne pas avoir crié, de ne pas s'être débattues. Comme si on ne pouvait pas comprendre à échelle humaine qu'une personne qui est isolée, qui n'est pas chez elle, qui est déboussolée, qui est jeune, qui est inexpérimentée, qui ressent de la honte de la situation. Je vous invite à lire la dernière enquête de Mediapart sur les viols présumés dont est accusé Nicolas Bedos. Le mot qui revient le plus dans la bouche des victimes présumées, c'est le mot honte. On va aussi souligner des histoires d'échanges SMS qui auraient montré qu'au début, la fille était plutôt partante, comme si on ne pouvait pas changer d'avis, avec la peur qui monte, avec un changement de comportement ou un changement d'ambiance, un malaise qui monte quand justement on est en train d'être acheminé vers un lieu isolé. On reproche parfois aux filles d'y retourner avec le même homme, mais je peux vous dire que pour avoir accompagné beaucoup de victimes, ça fait partie des comportements traumatiques. Les viols dans le couple, ça peut persister pendant des années avant qu'on arrive à faire en sorte que la fille rompe. Le fait que des filles vivent un viol et y retournent pour revivre en fait, parce que c'est sa façon traumatique de gérer le fait qu'elle n'a pas accepté ce qui vient de se passer, qu'elle veut revivre la scène pour s'en sortir mieux, ça c'est des choses qui ont été analysées par des expertes, etc. Il y a aussi l'état de sidération parfois qui est d'ailleurs expliqué de manière psychologique. Hein. On est sidéré, on ne dit rien. Et je pense que vraiment, le fait de cibler des filles jeunes, c'est même pas un attrait esthétique. Je pense que ce qui attire, c'est vraiment le côté de l'accumulation d'expérience. Et la justice, elle a besoin d'une cohérence par rapport à une victime idéale, comme si les humains étaient des logiciels, elles n'arrivent pas à se mettre à hauteur humaine. Et le problème, c'est que là, on débat, et évidemment, c'est important avec de la matérialité, etc. Et on a besoin parfois, je vous donne un exemple. Quand Dupond-Moretti avait été, quelques années avant qu'il soit nommé, il avait dit, pour moi, les affaires Weinstein, c'est pas des affaires de viol, c'est des affaires de promotion canapé. Et je me souviens qu'il a fallu tout le talent d'un cinéaste, celui qui a réalisé le super film Requiem for a Dream, qui parle de toutes les prisons, des addictions, etc. Et il y a une scène de chantage sexuel. Quand une fille sous addiction a besoin de moyens pour acheter de la drogue, elle se tourne vers son psy qui lui fait comprendre qu'il va falloir qu'elle passe à la casserole. Et la manière dont est filmée cette scène lève toute ambiguïté sur le fait que ceci est un viol. Et pour moi, l'utopie qu'on doit construire ensemble, c'est que le consentement, il est censé être enthousiaste, il est censé être sécurisé, il est censé être réversible. Et à ces hommes qui créent ces situations radicalement, affreusement inégalitaires, des hommes puissants, connus, qui ciblent des femmes lambda très jeunes, les isolent dans une résidence éloignée, rendant quasiment impossible pour elles l'option de pouvoir dire non librement, de changer d'avis, de s'extraire de la situation, de partir par leurs propres moyens, de résister à l'insistance ou à la violence. Pour moi, ce sont des prédateurs et des lâches. Carbon de 16, oui. C'est sur ça qu'il faut discuter aujourd'hui. Carbon de 16, évidemment, ça pose beaucoup de questions délicates, hein, d'où l'idée de ce débat aujourd'hui. Et évidemment, on en parlait un petit peu tout à l'heure, la question du consentement qui est extrêmement compliquée. Vous avez tout à fait raison. C'est l'énorme sujet. Hein. C'est le consentement et la perception que peut avoir un individu accusé de viol du fait que le consentement qui a été manifesté initialement peut disparaître au cours, par exemple, des préliminaires,
comme vient très bien de l'expliquer notre ami, parce que d'un seul coup, il y a un incident qui fait que... Vous avez rencontré ce genre d'affaires, justement, pardonnez-moi, maître. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Hein, mais bon. Non, mais c'est pour ça que je dis que je suis d'accord avec vous. D'accord. Et maître, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Maître, vous avez rencontré justement ce que vous nous décrivez, là, vous, on vous demande pas évidemment de violer le secret de vos affaires, mais enfin, voilà, des clients où cette affaire de consentement, c'était une ligne extrêmement compliquée à définir. Oui, c'est compliqué de définir à quel moment, pour une victime, c'est compliqué de définir à quel moment elle a manifesté le défaut de consentement pour poursuivre la relation amoureuse. Et c'est compliqué de prouver que l'autre, parce que c'est aussi une condition, il y a l'élément matériel, mais il y a aussi l'élément intentionnel, que le partenaire avait connaissance de la disparition du consentement au moment du passage à l'acte. Vous nous dites en gros qu'il peut presque y avoir deux personnes de bonne foi. Pardonnez-moi. Vous nous dites, pardonnez-moi de vous couper, vous nous dites en gros qu'il peut y avoir finalement deux personnes avec un sentiment d'être de bonne foi, les deux, chacun de leur côté. Et hélas, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais juste dans les affaires Mendy, elles disent toutes qu'elles ont bien dit non, que même ce qui les a mis en colère, c'est qu'elles ont dit plusieurs fois non. Oui. Mais vous voyez, dans ce procès qui a duré plus de 4 mois avec des jurés citoyens, Benjamin Mendy a été innocenté. Et comme il n'y a pas d'appel dans la procédure pénale anglaise, son acquittement est définitif. Raison pour laquelle... oui, ça je ne le conteste pas, je dis juste parce que peut-être qu'on aurait pu comprendre ce que vous avez dit. On va laisser terminer Carbone 16, excusez-nous, parce qu'on vous a coupé plusieurs fois. Allez-y, maître. Non, mais il n'y a aucun souci. La vraie difficulté à laquelle est confronté le juge, d'abord parce qu'il est tenu au respect de la présomption d'innocence, qui n'est pas rien, hein, c'est la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est la Convention européenne, et c'est la loi du 15 juin 2000 qui est en tête du Code de procédure pénale français. Bon. Le vrai sujet, puisqu'on parlait tout à l'heure du profil de ces acteurs, de ces joueurs professionnels, c'est-à-dire du profil de l'homme fortuné et qui par conséquent est accusé d'être un prédateur à raison des moyens financiers qu'il a pour garantir son impunité. Mais figurez-vous qu'il y a des gens qui sont riches et qui sont honnêtes. Voilà, ils ne sont pas des violeurs. Et la question que se pose le juge, c'est de savoir précisément si, à raison de sa fortune, l'accusé est victime d'une escroquerie ou si il est réellement l'auteur de l'acte dont on l'accuse. Et c'est toute la difficulté de l'office du juge, c'est de discerner lequel dit vrai alors qu'on fait part de situations qui, par définition, ne sont pas publiques. Fatima Benomar, il y a aussi la question du temps judiciaire, moi qui me frappe, parce que souvent, moi je ne suis pas là pour prendre la défense ni des uns ni des autres, parce que c'est une question effectivement extrêmement délicate, mais il y a parfois aussi des réputations, des carrières qui sont stoppées, des réputations faites, alors même que le temps judiciaire n'est pas adapté à la situation. Le non-lieu vient beaucoup plus tard. Et c'est aussi parfois trop tard pour certains accusés qui étaient de bonne foi. Il y a aussi des affaires, hein, voilà, l'affaire Balance ton port, le patron de la chaîne Equidia, voilà, qui a été certes graveleux, mais il n'y a pas eu viol, il n'y a pas eu agression sexuelle. Ce monsieur a traversé voilà, une période extrêmement compliquée, il a perdu son travail. Sur ce type d'affaires, quelle est votre réaction, Fatima Benomar ? Bon, encore une fois, je vois bien que le zoom est fait sur non, mais c'était l'objet du débat du jour, effectivement. Oui, voilà, ça change peut-être du discours qu'on entend habituellement. On en débat, hein, justement. Et on vous donne la parole. C'est pour ça que j'ai parlé d'impasse au début. C'est que vous pensez bien qu'en tant que militante, on n'arrête pas d'expliquer aux femmes ce que c'est que le consentement, que ça, c'est une situation violente, abusive, etc. Parce que vous trompez pas, hein, pendant la première demi-heure qu'on a face à des filles qui ont victimes de viol, elles passent la première demi-heure à elles se culpabiliser, surtout pas à se victimiser. Donc il faut et donc nous évidemment qu'on les incite à porter plainte et puis très souvent on les emmène vers une impasse. Non, mais quand il n'y a pas eu viol, parce que toutes ces affaires, il n'y a pas eu seulement, c'est pas allé, Dieu soit loué, jusqu'au viol. Et de toute manière, le patron d'Equidia, elle ne l'a jamais accusé ni de viol ni d'agression sexuelle. Elle a fait un tweet en décrivant la scène. Non, mais vous avez vu voilà. le battage médiatique que ça a fait et une carrière un petit peu brisée quand même.
Effectivement. En tout cas, la carrière a été brisée sur la base d'un témoignage sur les faits. Elle ne l'a pas faussement accusé. Et par ailleurs, moi, j'ai été au procès. Et je m'étais déplacée au procès et je l'ai entendu dire à la barre reconnaître absolument les faits dont elle l'a accusé. Et d'ailleurs, il est même allé plus loin qu'elle parce qu'il a dit blessé dans mon ego, j'ai voulu la punir d'avoir repoussé mes avances et je lui ai dit je te ferai dommage pour toi, je t'aurais fait jouir toute la nuit, etc. Donc pour le coup là, ce n'est quand même pas sa faute à elle si il y a eu les conséquences qu'il y a eu, puisque non seulement elle l'a pas faussement accusé, mais il n'a même pas nié de quoi elle l'a accusé. Merci en tout cas tous les deux. On arrive à la fin de ce débat. Merci Fatima Benomar. Merci également à Carbon de 16.